The Sandbox a créé sa monnaie, le Sand, qu'on peut acheter, que ce soit avec des cryptos ou des monnaies réelles, du reste, peu importe. Et c'est avec ce Sand, je crois, qu'on peut acheter des lands, c'est-à-dire qu'on a la monnaie qui permet les échanges au sein de The Sandbox, mais possiblement d'ailleurs en dehors de The Sandbox, et qui permettent aussi d'acheter, alors ça on y reviendra, hein, je ne sais pas si on dit mètre carré, enfin au territoire plus ou moins grand qu'on peut acheter. Ça fait partie aussi du modèle à la fois économique de The Sandbox, mais aussi de l'idée que ce sont les participantes et participants qui font le jeu. C'est ça, on a cette idée que dans Sandbox, en fait, on va vouloir que les utilisateurs puissent posséder et participer à l'économie de ce monde virtuel qu'ils vont créer. Et ça se traduit par le fait que pour pouvoir participer à cette économie virtuelle, il faut qu'on puisse posséder la monnaie. Donc, on a le Sand, qui est une crypto-monnaie, désormais l'une des top 100 crypto-monnaies dans le monde, et une des top 5 dans le gaming, qui est disponible partout, en Europe, en Asie, au Japon, aux États-Unis, etc. Qui va servir déjà à échanger pour acheter des contenus sur les marketplaces faits par les autres créateurs, acheter des terrains virtuels, gagner des récompenses et peut même être utilisé en dehors de Sandbox. Donc il y a plein de cas d'usage où les gens ont adopté le Sand, où les gens connaissent Sandbox par le Sand, possèdent du Sand sans même jouer ou créer sur Sandbox aussi. Donc, comment on peut participer au succès d'un monde virtuel? En fait, le parallèle est assez semblable à celui d'un pays, d'une nation dans le monde physique. Posséder la monnaie, et si l'économie de ce pays se développe, a priori sa monnaie va apprécier, donc on a une certaine exposition au succès économique de son monde, donc de cette nation. La deuxième chose, c'est posséder les terrains virtuels, équivalent de l'immobilier dans le pays physique, qui sont des espaces numériques sur lesquels on va pouvoir publier des expériences qui ont été créées et dans lesquelles des autres utilisateurs vont pouvoir rentrer avec leur avatar. On a ce concept sur Sandbox, on a une map finie de 166 464 terrains, c'est un carré, et c'est fini, pas plus, transparent, traçable sur la blockchain. Et on a contrairement à d'autres projets qui ont vendu tout depuis le départ, nous, on a pris notre temps. Sur 5 ans, on a vendu à peu près 75% de cette map. Et à chaque fois, on introduit des nouveaux quartiers, arrondissements, dans lesquels on amène des marques, des célébrités, des contenus pertinents par région du monde en fonction des différentes cultures ethniques, etc. Ce qui fait qu'on peut devenir le voisin virtuel d'un Snoop Dogg, d'un Jurassic World, d'un King Kong, d'un Ubisoft. Oui, la question du voisinage est très présente. Hein. Très présente, parce que contrairement à... L'un des points importants d'un monde virtuel, c'est qu'on s'y repère aussi par une map. Je reviens au monde physique, Google Maps pour se repérer. Et non pas juste un catalogue dans lequel on va scroller pour découvrir des applications qui ne sont finalement pas connectées les unes aux autres. C'est juste des icônes. Ici, la proximité va jouer un rôle important par rapport à la valorisation du terrain, la découverte de vos contenus. Si vous êtes le voisin d'une célébrité que Snoop Dogg ou Ubisoft et Lapin Crétin, les gens vont découvrir votre lieu juste à côté. Donc, le parallèle qu'on va faire, c'est avoir un magasin sur les Champs-Élysées ou avoir un magasin dans une ville de province. On n'aura pas forcément le même trafic, la même visibilité. Et donc, cette carte est vraiment un point important. Pour l'instant, les expériences qui sont publiées sont celles créées avec le Game Maker, mais dans le futur, finalement, détenir des terrains virtuels va permettre aussi d'avoir d'autres atouts et d'autres expériences vont en faire l'usage. Alors, la marketplace à laquelle vous êtes adossé, je vais dire, c'est OpenSea, reconnu comme marketplace aussi second marché. C'est-à-dire que tout ce qui se crée sur The Sandbox, on peut aussi y accéder au travers de OpenSea, c'est ça, hein? Alors, on n'est pas spécialement adossé. Finalement, la technologie permet que les utilisateurs possèdent leur contenu et puissent les mettre en vente sur n'importe quelle place. Mais ça, c'est de pas marché. Sandbox qui décide. C'est pas Sandbox, c'est directement l'utilisateur. Et là, ils vont naturellement sur OpenSea aussi, parce que c'est une des plateformes Magic Eden, More, Rarible. Il y a un choix, et c'est aussi ça, c'est la force d'être dans un univers décentralisé, c'est que finalement, on n'est plus lié seulement à la marketplace du jeu.
Sandbox a sa marketplace, mais les utilisateurs ont le choix. Chaque marketplace va avoir des atouts, une expérience, peut-être des fees qui vont être différentes, donc chacun peut choisir. Et il y a un double bénéfice, c'est que les marketplaces aussi apportent des utilisateurs. Les utilisateurs qui ne connaissent pas forcément Sandbox vont découvrir des terrains virtuels, vont découvrir que, tiens, il y avait cette parcelle à côté de Snoop Dogg, elle est intéressante. C'est quoi un terrain virtuel? C'est quoi Sandbox? Ah, tiens, je vais aller découvrir et jouer. Donc, il y a un bénéfice mutuel à avoir cette interopérabilité et le fait que les utilisateurs puissent lister leur contenu là où ils veulent et l'utiliser là où ils veulent aussi. Alors justement, vous faites la transition avec ce terme que je connaissais, mais dont j'ai découvert que c'est peut-être sans doute le véritable futur de ce fameux métaverse qui, s'il ne s'était pas fait avec des casques, pourrait se faire aujourd'hui. Et c'est là où on pourrait l'utiliser au singulier, le métaverse, et non pas les mondes virtuels décentralisés. C'est avec cette question d'interopérabilité, donc avec de possibles passages, échanges de métaverse en métaverse pour n'être que dans un seul. Hein, c'est ça, votre combat, entre guillemets. Pour nous, c'est ça la définition du métaverse. C'est cette idée qu'avec notre avatar, donc, qui est notre identité, on puisse passer d'un monde virtuel à un autre, une application, d'un jeu à une autre, sans aucune frontière, donc en toute transparence. Et on puisse non seulement utiliser notre avatar, mais un certain nombre de tous nos équipements, nos monnaies, etc. Et on n'a pas besoin d'API, de demander la permission, de connecter des comptes. Tout ça va se faire de manière très transparente. Alors, on en est au balbutiement. Seuls les métaverses, entre guillemets, décentralisés ont cette propriété technologique qui fait que les contenus peuvent être utilisés de l'un à l'autre. C'est là où le wallet devient... Le wallet devient le nouveau... C'est ce qui définit le Web 3, où la propriété des contenus et des assets est aux utilisateurs et ils utilisent leur wallet comme moyen d'identification et d'identité pour se connecter d'un service à un autre. La data ne réside pas seulement chez chacune des applications et à partir du moment où elle ne s'échange pas ces informations, il faut à chaque fois recréer son identité, recréer des milliers de comptes, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes investi au sein de la Blockchain Game Alliance, que je comparerais finalement au W3 Consortium, ou disons à ces structures qui veillent aux standards, ou à créer des standards, ou à créer de l'échange, ou à faire à ce qu'on puisse en effet parler les mêmes langages, avoir les mêmes technos. Alors ça va être plus une autre association qui s'appelle l'OMA Free, l'Open Metaverse Alliance, qui a cette volonté plus d'établir des standards justement pour que les différents mondes virtuels décentralisés vont pouvoir non seulement interpréter les contenus, les avatars, les formats des fichiers. Dont vous faites partie aussi. On en fait partie des membres fondateurs aussi. Nous, c'est vraiment important de pouvoir que un contenu créé dans VoxEdit puisse être utilisé dans d'autres logiciels, avec Unity, avec Unreal et dans d'autres jeux, que notre identité ne se limite pas qu'à un email ou une wallet adresse, mais aussi à toute la réputation. Donc finalement, l'ensemble des actions, des achievements, notre progression, les contenus que l'on possède, doit aussi pouvoir passer d'un monde virtuel à un autre, etc. La Blockchain Game Alliance a une mission plus simple, plus large, qui est la suivante. C'est celle en fait de démocratiser l'usage de la blockchain dans l'univers du jeu vidéo. Il y a encore, déjà en 2018, il y avait un fort malentendu de la part de l'industrie du jeu vidéo et de ses acteurs par rapport à ce qu'est un jeu vidéo avec la blockchain, ce qu'elle apporte, une très grande mécompréhension et souvent de l'ignorance naît le doute, la peur et les n'importe quoi. On va dire tout et n'importe quoi, donc souvent la blockchain était assimilée à du scam, des faux, la volonté de créer des jeux de très mauvaise qualité qui sont là pour voler les utilisateurs. Toute une narrative assez néfaste qui n'aidait pas finalement l'adoption de la technologie pour les premiers pionniers dont nous faisions partie, mais pas que. Il y avait Ubisoft fait partie des studios qui ont été les fondateurs de la Blockchain Game Alliance. Aujourd'hui, on compte plus de 600 membres. Je pense que notre mission a permis de se rendre compte que finalement la qualité des jeux qui ont été développés, des bénéfices de la blockchain, de ce que ça peut apporter pour les développeurs, pour les joueurs,
en termes de partage de valeur, d'acquisition d'utilisateurs et de création de nouveaux business models. Notre mission continue, évidemment, mais les préjugés sont désormais moindres et il y a une réticence, on l'a vu par le passé avec le modèle du free-to-play, qui est, je dirais, moindre et une curiosité plus importante à essayer les nouvelles choses.